C'est la revue de presse sur Europe 1. Oui, à la une de votre revue de presse. Merci Marion, j'ai du mal à retrouver mes papiers. On parle bien évidemment de ce rendez-vous donné le 10 août prochain. Le 10 août, eh bien, le 10 septembre prochain, bien sûr. Le 10 septembre prochain, c'est à cette date que se sont donné rendez-vous un mouvement né en ligne, un mouvement spontané et citoyen. Et c'est un appel qui trouve désormais un écho favorable à gauche et chez les syndicats. Il se trouve que c'est à la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France, du Figaro, mais également de l'Opinion. Et pour la première fois, donc, un parti politique a officiellement pris fait et cause pour ce mouvement du 10 septembre, pour tout bloquer. C'est le parti La France Insoumise, nous rappelle en une de l'Opinion Corinne Laïc et Sarah Spitz. Vous avez raté la saison 1 des Gilets jaunes, vous pouvez vous rattraper grâce à la saison 2, ironisent les consoeurs, la méthode est simple, bloquons tout, restons chez nous, ne consommons pas. Jean-Luc Mélenchon sur son blog affiche d'ailleurs son soutien aux futurs insurgés, parmi lesquels les deux journalistes comptent les militants derrière Nicolas qui paye, derrière les gueux, derrière les énervés de la technocratie, les contribuables fatigués de passer à la caisse, derrière le mot d'ordre le 10 septembre, la France s'arrête, se trouve surtout un groupe. Les Essentiels, créé par un entrepreneur quadragénaire dans le Nord, d'inspiration souverainiste. Il prône notamment le Frexit ou la suppression de postes administratifs, nous apprennent les journalistes. Voici le côté droite populiste. L'inclinaison à gauche du mouvement vient d'un autre réseau. Indignons-nous, référence à Joseph Kessel. Alors, que va-t-il se passer le 10 septembre ? S'agit-il de s'auto-confiner chez soi ? Mais après, que se passera-t-il ? Une grève, des manifestations, des occupations de ronds-points, de zones commerciales ? Les journalistes s'interrogent. Une source sécuritaire rappelle que les incitations au blocage et les blocages eux-mêmes relèvent du pénal. Le tout se prépare dans un tourbillon de messages, affiches, slogans et incitations sur les messageries Telegram et les comptes TikTok que les journalistes ont pu explorer. On y parle Révolution française et retrait d'argent des banques. Guillaume Simon, lui, nous explique dans le Figaro que le Rassemblement national temporise. Alors que les cadres mélenchonistes se sont fendus d'une tribune, les frontistes se montrent discrets, ils ne sont pas trop dedans. Un poids lourd du parti jure même à notre confrère ne pas avoir d'informations. Seule Laure Lavalette, la députée RN du Var, a prévu d'en rencontrer la semaine prochaine à Toulon pour prendre la température. Le journaliste nous rappelle que déjà en 2018, le Rassemblement national avait observé une distance stratégique vis-à-vis des Gilets jaunes. Affaire tout de même suivie de près par le gouvernement. J'apprends page 9 du Parisien que l'exécutif tente d'anticiper ce mouvement. Une réunion doit se tenir la semaine prochaine au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur l'enjeu sécuritaire. L'entourage de Bruno Retailleau reconnaît avoir une difficulté à appréhender ce mouvement, défendu officiellement depuis ce week-end par la France Insoumise. Certains macronistes, interrogés par Thomas Soulier, pensent que le coup de pouce insoumis permettra au mouvement de s'organiser. D'autres, au contraire, pensent que le tampon insoumis agira comme un épouvantail. Seul le député Ensemble pour la République, Mathieu Lefebvre, appelle à être vigilant à ce que ces initiatives disent du sentiment de délaissement et d'abandon démocratique. Et l'ex-parlementaire Patrick Vignal, lui, désormais dans l'équipe de Gabriel Attal, a écrit à Emmanuel Macron pour lui faire part de son inquiétude 7 ans après les Gilets jaunes. « Je sens que ça va péter », dit-il. Les Français sont en colère et considèrent que les économies annoncées ne sont pas justes. Il faut repenser ce plan. Reste à savoir si François Bayrou se souviendra de cet appel qu'il avait lancé sur Europe 1 en novembre 2018, se souvient notre confrère. On ne peut pas gouverner contre le peuple, désormais c'est lui qui gouverne. La sécheresse due à la canicule est aussi à la une de la presse, Thomas. Si vous avez remarqué que les feuilles des arbres tombent exceptionnellement tôt cette année, eh bien, ce n'est pas l'automne qui est en avance, nous racontent Axel Favreau et Damien Licata-Caruso dans Le Parisien aujourd'hui en France. Non, en ville comme dans les forêts, les arbres se déplument de feuilles jaunes orangées. En plein été, c'est le signe d'une défense face à la chaleur et à la sécheresse. Le manque d'eau génère une tension trop importante qui va créer des bulles d'air dans les vaisseaux de l'arbre qui transportent la sève. C'est ce qu'on appelle une embolie vasculaire. Détail, le directeur de recherche à l'INRAE, Sylvain Delzon, interrogé par les journalistes. Il faut du temps pour se remettre d'un été aussi étouffant comme celui que nous sommes en train de connaître. Dans le Grand Est, on voit en ce moment tomber les arbres qui n'avaient pas récupéré des sécheresses de 2015 ou même de 2003.
Le Figaro, de son côté, s'est rendu au chevet des agriculteurs. Page 8 du quotidien. Éric Delachesnais a interrogé le docteur en agriclimatologie Serge Zaka. Les conséquences sont là. Céréales, légumes chétifs, production laitière en baisse, les vendanges sont précoces, le maïs a grillé car il faisait plus de 35 degrés, les vaches ont cherché la fraîcheur et ont bu jusqu'à 150 litres d'eau par jour, 20 litres pour les brebis. Les enjeux pour le changement climatique s'annoncent colossaux. C'était la revue de presse sur Europe 1. Merci Thomas Schneider.